create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez bien? Ah, 2 personnes qui sont ici aujourd'hui. Merci. Ah, 2 avec le peace sign. Super. Et vous, à l'avant, vous allez bien aussi? Oui. Avec un thumbs up, avec un salut, 2 thumbs up. Ah, j'aime ça. C'est vivant, MTL Connect. C'est pas statique. Ici, on bouge, on est en des étages, on doit monter des escaliers, on doit vivre des expériences, réseauter. Est-ce qu'il y en a ici, c'est leur premier moment à MTL Connect? Ils viennent d'arriver, là. C'est leur première impression de notre événement. Ils viennent de rentrer dans la salle? Non. Ah oui, vous, bienvenue. Merci d'être ici. Thierry, merci d'être ici également. Et est-ce qu'il y en a qui étaient là hier avec nous également? Oui, bonjour, merci. Super, OK, excellent. Et vos impressions jusqu'à présent, vous passez un bon MTL Connect? Plus que bon. Oh, super, j'aime ça. Ça aurait été vraiment surprenant. Sinon, je veux vous parler aussi, Armand, de quelques petites affaires de l'application. Non, merci de me donner que des échos positifs. En passant, je sais qu'on se voit ici dans la salle, en présentiel, mais nous avons également plusieurs internautes à l'international qui nous regardent en ce moment, qui ne vous regardent pas vous, là, mais qui regardent la scène et qui peuvent suivre toute la programmation sur les 2 scènes, donc la scène ici dans la Satosphère et ainsi que la scène Innovation en live de partout à travers la francophonie. On parle de l'Afrique du Nord, on parle de la France, la Belgique, etc., la Suisse. Donc, merci et bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout à travers la planète. On voit un code QR à l'écran. On doit se demander, c'est quoi ce code QR, Armand? Je vais vous l'expliquer. Si jamais vous voulez écouter la prochaine conférence en live, traduite ici dans la salle en live, on scanne le code QR et on se met des petits écouteurs et on va vous traduire en anglais et ou en arabe en live. C'est quand même très cool. Si vous voulez le tester, je vous invite à scanner le code QR. Puis s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne parlait pas du tout français, puis jusqu'à maintenant se posait « Qu'est-ce que je dis? » Scan the QR code and you will now understand what I am saying because it will be translated in English. Ah! OK, bon, plug du code QR fini. On passe à notre prochaine conférence. On reste dans la thématique de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre prochain conférencier? Ah, l'énergie dans la salle, j'aime ça! OK. On va passer tout de suite, je vais vous le présenter. Alors aujourd'hui, la thématique et le sujet, c'est l'Afrique, territoire d'innovation vers un numérique ancré, agile et global. On accueille notre conférencier, il est serial entrepreneur et directeur général du fonds VC chez UM6P Ventures. On l'accueille chaleureusement, Yacine Larzioui. Salut, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter. Je viens du Maroc. Je vis à Casablanca et je suis entrepreneur. Donc, j'ai vécu dans 3 continents. Ma vie a été axée autour de l'entrepreneuriat. Soit j'ai été entrepreneur moi-même, soit j'étais dans des programmes de support et on va dire, d'incubation d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être aussi un investisseur. Donc, on investit dans des startups technologiques, deep tech ou tech, à travers le monde, mais à partir de l'Afrique. Et quand on m'a demandé de réfléchir à une intervention autour de la tech, la deep tech, made in Africa, ça veut dire imaginer, créer, développer au sein de l'Afrique, je me suis rendu compte qu'en fait ce sujet-là, il est toujours emblématique quand on le présente dans un pays comme le Canada, les US ou en Europe.
D'ailleurs, on avait la chance d'organiser l'année dernière la deuxième édition du sommet mondial de la Deep Tech au Maroc, à Ben Guerir. Et quand on a voulu avoir le keynote speaker, qui s'appelait Steve Siensky, qui est le former president of the Stanford Research Institute, qui est, on va dire, le doyen de la Silicon Valley, la première question qu'il m'avait posée, c'est Deep Tech and Africa, what are you talking about, man? Il n'avait pas compris, il n'avait pas su comment le relier à la Deep Tech avec l'Afrique, un continent qui en a besoin, un continent, certes, on est tous africains in fine, mais un continent qui souffre de conflits, il souffre de problèmes de gouvernance. Parfois, il y a un vrai souci pour répondre à des besoins qui sont basiques. Et là, on commence à parler de Deep Tech. On commence à parler d'innovation, de créer le futur du monde à partir de l'Afrique. Et c'est là où j'ai compris en fait que la question n'est peut-être pas basique, aussi basique que je le croyais. Il y a un vrai sujet de perception. Et dès lors qu'on a une occasion comme celle-là pour prêcher, pour expliquer c'est quoi l'Afrique, donc il faut la prendre au sérieux. Oublier un peu les présentations institutionnelles, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation classique, mais plutôt je vais vous partager ma croyance et mon vécu. Et je vais essayer quand même de le faire autrement. C'est de vous expliquer comment moi-même, et pourquoi moi-même, je pense que l'Afrique, et l'histoire africaine en matière de tech, elle est en train de se construire aujourd'hui, pas demain. Donc, c'est comme ça que j'ai imaginé. J'espère que ça vous ira. Et donc, on va commencer par, si vous permettez, en fait, de dessiner une courbe. On n'est pas obligé de l'avoir ici. Si on devait croire que l'Afrique est en train de se transformer, ça veut dire qu'elle est en train de se repositionner sur la scène mondiale de technologie avancée, on devrait imaginer une courbe avec une S-curve. Et la théorie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait la transformation, elle a déjà commencé aujourd'hui. Parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, les gens reconnaissent le potentiel. Ils parlent d'une population jeune, ils parlent aussi d'un terrain très vierge, que ce soit en matière d'agritech, en matière d'énergie renouvelable, des ressources renouvelables aussi immenses, un gap en matière d'infrastructure. Mais ils n'imaginent pas que l'histoire, en fait, qu'il ne faut plus être dans la salle d'attente et qu'il faut agir, qu'il faut investir, qu'il faut commencer à croire dans la capacité de l'Afrique à résoudre les problèmes mondiaux. Et aujourd'hui, en tout cas dans cette conférence, on va essayer d'expliquer pourquoi je pense que la courbe de cette transformation a déjà commencé. Et qu'il ne faut plus rester dans la salle d'attente, mais qu'il faut être acteur de son changement. Et donc la S-curve, en général, elle est comme ça, sous forme de S. Et moi, ce que je vais essayer de défendre aujourd'hui, c'est une théorie qui dit qu'on a déjà commencé cette transformation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette transformation est déjà en marche. La première, c'est en fait un argument qui n'a rien à voir avec l'Afrique elle-même. C'est l'argument lié à la transformation de l'IA et du numérique dans le monde entier. Aujourd'hui, la notion même de géographie, elle est en train de s'effacer. Être à la Silicon Valley, auparavant, voulait dire avoir accès à un know-how, un savoir-faire, à des campus d'incubation de start-up, à des venture capitalists qui peuvent financer vos start-up. Mais aujourd'hui, après le Covid surtout, mais aussi avec la dernière vague de l'IA, les géographies, les frontières sont en train de s'effacer. On peut avoir un entrepreneur à Kigali, avec un cofondateur à Casablanca, qui est en train de développer sur une infrastructure au Kenya et qui est en train d'exporter au marché américain. Et cette équipe n'a rien à envier à une équipe à San Francisco ou à Palo Alto ou à Toronto, parce que justement, les frontières sont en train de s'effacer grâce à la tech, grâce à l'accès au know-how, grâce au cloud et grâce aussi à l'IA qui est en train de démocratiser l'accès au savoir-faire. Ça, c'est en tout cas ce que j'appelle la géographie qui s'aplatit, qui permet en général à des continents comme ceux de l'Afrique de considérer, de rejoindre en tout cas l'histoire de la technologie mondiale et de la transformation du monde grâce à la deep tech. Et puis finalement, je ne peux pas me passer de vous parler aussi de la jeunesse. Alors, à 2050, la médiane des âges en Afrique sera 19 ans, n'est-ce pas? À l'Occident, cette médiane sera 38 ans. C'est énorme, c'est très fort comme chiffre, parce que ça expliquera que la seule pyramide normale en matière de démographie sera celle de l'Afrique. Ce qui voudra dire que alimenter le fuel de la croissance économique,
ne pourra venir que de l'Afrique, n'est-ce pas? On ne pourrait pas ignorer cette donnée, ce qui voudra dire aussi, si les Africains ne sont pas obligés de voyager pour créer de nouvelles technologies, l'Afrique aura un rôle à jouer pour justement exporter des savoir-faire et un savoir-faire africain. Et puis aujourd'hui, il y a un changement que... Moi, je me suis intéressé pour l'histoire personnelle au monde des startups en 2018. Parce que, en fait, j'avais compris que... En fait, le gap était énorme en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez des chiffres, mais en tout cas, le monde avait levé un chiffre comme au moins plus de 200 milliards de dollars sur les fonds VC internationaux. Et l'Afrique à elle-même n'avait pas levé plus de... En fait, je pense que c'était entre 60 ou 70, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'était au-dessous de 100 millions. Alors que ce start-up américain, dans le temps, qui s'appelait WeWork, avait levé plus de 600 millions de dollars, n'est-ce pas? 10 fois tout ce qu'a levé un continent africain. C'était assez frappant. Ça veut dire, en tout cas, la start-up made in Africa était un rêve. Mais en même temps, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y a une certaine latence en matière de potentiel. Il y avait plusieurs investisseurs VC qui s'étaient installés en Afrique avec une thèse d'investissement qui disait que le futur, c'est l'Afrique. Et en même temps, on avait plusieurs startups créées par la diaspora africaine qui avaient commencé à opérer aussi en Afrique. Donc j'ai remarqué qu'il y avait ce gap entre le potentiel, ce qui se faisait, et les chiffres. Et c'est là où je me suis intéressé à un investissement VC et j'ai décidé de me convertir pour faire de l'investissement premièrement aux US et après continuer à le faire en Afrique. Long story short, si on fait un pass forward, l'Afrique en 2022 a réussi à lever plus de 5 milliards de dollars, avec un potentiel beaucoup plus que ça. Les fonds VC qui attendent un déploiement sont, en tout cas nous pensons dans l'environnement du VC, 2 à 3 fois. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui attend un déploiement en Afrique et il attend ces startups. Donc il y a cette latence. Et ceux qui veulent rejoindre en tout cas la belle aventure africaine, il n'y a pas un meilleur moment parce que c'est aujourd'hui où la valorisation elle est accessible. Aujourd'hui, les opportunités sont énormes. Et donc cet aspect de capacité de l'Afrique en tout cas à s'exporter, elle est très importante parce que ça voudra dire que le point d'inflexion il est en train de s'opérer et que le meilleur investissement à faire, c'est d'investir sur des startups qui sont hybrides. Et justement, je voulais vous parler aussi de la diaspora africaine, qui, sur les investissements au-delà de la tech, elle finance les projets d'investissement en Afrique à hauteur de 90 milliards de dollars. C'est énorme comme chiffre. C'est la première source d'investissement, plus que le secteur privé. Mais au-delà des chiffres, il faut comprendre que une grande partie des entrepreneurs africains sont des membres de la diaspora. Et ils arrivent justement à bridger cette maturité de l'écosystème US, canadien, européen, avec une réalité, une opportunité africaine. Donc ils arrivent à comprendre ce potentiel et ils décident de créer des startups hybrides. Et c'est ce qui permet en tout cas de naviguer la période de transition. Donc hyper important, la diaspora aujourd'hui africaine est en train de jouer un énorme rôle dans la phase transitoire qui est bien sûr sur la première ligne de la S-curve. Et puis, il faut aussi souligner quelque chose qui est important, c'est qu'en 2018, la quasi-majorité des startups avaient en fait été siégées au niveau des pays africains. Aujourd'hui, le chiffre, il a totalement changé. Et on a plus de 60% des startups africaines qui sont basées au Delaware. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les entrepreneurs africains ont compris le potentiel de l'export pour développer leur business. Au début, il y avait une notion que l'Afrique a besoin des Africains, certes, mais uniquement pour adresser les challenges et les problématiques de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit, on regarde, on observe que la plupart des startups, ils parlent d'une Afrique capable d'être un POC, un proof of concept, de donner un marché d'amorçage, mais dès lors que la validité de la solution technologique est prouvée, il y a un passage, en tout cas, à l'international. C'est pourquoi 60% en tout cas de ces startups. Et une deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on arrive de plus en plus à lever des fonds internationaux. Et la première chose qu'on pose comme question pour un investisseur américain, canadien ou européen, en fait, est-ce que vous êtes dans une juridiction qui est, on va dire, VC-friendly? Donc ça, c'est des signaux faibles plutôt, qui nous permettent en tout cas de confirmer
que l'Afrique aujourd'hui, c'est une réalité en matière de tech et ce n'est pas juste un potentiel qu'on devra attendre. Et puis, bien sûr, je voudrais aussi parler d'un autre signal qui n'existait pas, je vous parle de 2018 comme un point d'ancrage. Dans le temps, il était difficile de faire un showcase, c'est-à-dire de montrer cette réussite panafricaine. Parce qu'il n'y avait pas un exemple d'écosystème où on a des dizaines ou des centaines de startups avec plusieurs VC locaux internationaux. Et donc, en général, s'il n'y a pas cette émulation, si on parle uniquement de diaspora, Delaware, la French Tech sur Paris et ici peut-être quelques startups panafricaines, on avait du mal à identifier et à brander ces startups et cet écosystème en tant qu'Africain. Aujourd'hui, ça commence à changer. Moi-même, je fais partie de l'UM6P, je ne vais pas faire de la promotion, mais UM6P, c'est l'un des écosystèmes les plus développés, en tout cas dans le monde, et pas uniquement en Afrique. Avec, par exemple, un espace dédié aux startups de plus de 23 000 m². Plusieurs VC et des startups qui viennent du monde entier. Avec des programmes qui commencent à s'internationaliser. Personne n'imaginait cela possible il y a quelques années. Je vous donne un exemple. Il y a l'un des programmes qu'on a annoncé il y a quelques temps qui s'appelle The Forge, qui est ce qu'on appelle the YC of Africa. On a eu des candidatures qui venaient des US et du Canada et de l'Europe pour venir en Afrique pour développer une start-up qui devrait s'exporter par la suite. Un exemple, Nathalie, qui a quitté son job, qui est une Canadienne, qui a décidé d'aller au Maroc, à UM6P, à The Forge, et qui a décidé, sur une période de 9 mois, de profiter de tout l'écosystème UM6P pour développer une green tech qui veut révolutionner la façon avec laquelle on gère nos real estate d'une manière responsable. Technologie assez deep, mais imaginez quelqu'un venir du Canada à l'Afrique, en tout cas c'était presque impossible. Mais grâce à des écosystèmes comme ceux du M6P, c'est des images réelles, sur StartGate par exemple, le campus de start-up, on a accès aux espaces de coworking, à des investisseurs étrangers, mais aussi à des core labs. Des core labs, c'est des labos de maturation technologique qui sont du dernier cri et qui permettent à ces entrepreneurs de passer d'une phase de maturation technologique à une autre. Ce n'est pas le seul écosystème qui existe. En Afrique, il y en a plusieurs. Il y a le iHub, au Kenya par exemple. Il y en a d'autres aussi, Semicity au niveau par exemple du Bénin, etc. Et qui commencent à démontrer, mais cette fois via des écosystèmes physiques, cette capacité de l'Afrique en tout cas à se positionner. Donc passons peut-être à un autre signal faible. Et peut-être le lier peut-être au Canada, puisqu'on est aujourd'hui ici à Montréal. L'un aussi des signaux faibles qui démontrent que l'Afrique a commencé son voyage technologique, c'est par exemple on a la FinDev, qui est un fonds canadien de développement de la tech, qui a décidé d'octroyer plus de 40% des fonds, je pense à peu près 100 millions de dollars, à des projets de start-up et d'innovation africaine, n'est-ce pas? Et il y en a d'autres, comme liés surtout à l'IFC, et qui sont en train de miser et qui ont lu ces signaux faibles et qui sont en train d'investir. À titre d'exemple, le nombre de VC au Maroc qui ont commencé à investir de l'argent local et aussi de l'argent aussi panafricain et international, il est passé de 3 à 4 fonds capital risque aujourd'hui à plus de 38. 65% de ces fonds VC ont été créés après 2020. Et bien sûr, vous connaissez un peu la théorie. Les marchés financiers et les marchés de tech sont liés principalement aux marchés financiers. Et donc, quand on a des fonds VC qui commencent à croire dans le potentiel, ça renforce cette idée que l'écosystème est en train de devenir de plus en plus mature. Donc, vous allez me dire, mais écoutez, tout ça c'est cool, mais quels sont les résultats so far? On a des fonds VC, on a des incubateurs, des accélérateurs, mais comment pouvez-vous démontrer d'une manière réelle que le potentiel est énorme, mais qu'on a des startups qui commencent à créer des innovations technologiques pour l'Afrique et pour le monde entier? On a quelques exemples, en tout cas, qui ont été créés soit dans notre écosystème UM6P, soit ailleurs, qui sont la preuve nette qu'aujourd'hui, la deep tech peut être créée en Afrique. Le premier exemple, c'est InstaDeep, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'une des IA startups deep tech les plus connues dans le monde, du B2B, et qui a commencé à Tunis, et qui a développé des solutions technologiques
cutting edge et qui était rachetée il y a quelques années à 700 millions de dollars par une entreprise américaine. Et donc, c'est une technologie purement africaine et tunisienne, à titre d'exemple. Panafricaine, parce qu'il y a plusieurs autres nationalités qui bossaient chez Instadeep. Donc ça, c'est une preuve aujourd'hui qui nous a en tout cas permis de se positionner sur ce domaine-là. Il y a une autre start-up d'Ipico qui a décidé au début de développer une solution qui permettrait d'adresser un challenge très basique, qui est celle de dire il n'y a pas d'échographe, médecin échographe en Afrique. Il n'y en a pas assez. Et donc, pour des problèmes de logistique, de route, etc. Donc la solution, c'était d'avoir des infirmiers partout en Afrique et de développer une solution IA qui permettait de remplacer les échographes ou au moins diminuer le nombre d'échographes dont on avait besoin pour détecter les malformations prénatales, sauver des vies, les vies des mamans, et aussi détecter des malformations qui pouvaient être traitées très facilement. Donc il a développé ce modèle IA avant même 2022, basé sur une data africaine souveraine. Il l'a validé, mais figurez-vous que juste après la validation, il a décidé d'aller aux US pour la commercialiser parce qu'il s'est rendu compte que le marché était énorme aux US. Même aux US, on n'a pas assez de médecins pour être un peu plus réactif. Et il y a quelques semaines, il a eu ce qu'on appelle des FDA approval, et la valorisation de start-up, elle a été multipliée. Aujourd'hui, il y a plusieurs VC américains qui sont en train d'essayer de mettre un ticket. Et aujourd'hui, le round, il est déjà full sur la série A. Donc, c'est un exemple d'une innovation panafricaine, marocaine, qui au début était considérée comme locale, mais qui a réussi à s'exporter. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a Flutterwave, c'est une licorne, Pharma, Ndella, bien sûr, Jumia, que vous connaissez, qui est listé sur le Nasdaq, avec une valeur dans le temps qui était plus de 1 milliard de dollars. Et donc, tous ces startups, avant 2018, n'existaient pas. Aujourd'hui, dans l'espace de 5 ans, on commence à avoir une petite révolution des preuves qu'un savoir-faire peut être accéléré via des écosystèmes qui sont très jeunes, via justement le fait de profiter d'un savoir-faire qui commence à être démocratisé. Avant, pour apprendre comment monter des drones, il fallait être là où les drones sont montés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les techs et la démocratisation de savoir fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut tout monter à partir de l'Afrique. Il y a aussi un autre exemple, mais cette fois, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le privilège d'étudier. C'est un Américain du Singapour et qui avait créé qui voulait créer la première entreprise start-up de drones qui permettait en fait de profiter de la vitesse avec laquelle les drones pouvaient livrer les biens et services. Et il a décidé de commencer en Caroline du Nord, n'est-ce pas? Et après quelques mois, il s'est heurté à des contraintes législatives et d'autres contraintes techniques, parce qu'on ne pouvait pas faire voler des drones sur des zones peuplées avec des biens. Il a décidé d'aller au Kenya et de créer sa start-up en Afrique. En tout cas, Zipline, je pense, son nom. Elle est devenue l'une des premières licornes, sinon décacorn, je pense, parce qu'il vient de lever. Et la première start-up de drone dans le monde qui réussit à transporter des biens d'un point A à un point B d'une façon commerciale. Et ça a commencé en Kenya, elle a été exportée au Ghana, et aujourd'hui, il y a la Caroline du Nord qui sera le troisième point de scale et d'expansion. Et encore une fois, ça démontre qu'on peut faire des POC en Afrique parce que c'est frugal. On a besoin, on a des nécessités, on a de vrais challenges, le manque d'infrastructures. On en a parlé tout à l'heure. Il y a annuellement, the World Bank estime qu'il y a un manque d'infrastructures de plus de 130 milliards de dollars chaque année. Mais si on analyse le point d'une façon un peu innovante, ce manque d'infrastructures, ces challenges peuvent être en effet une opportunité pour ces startups, parce que des drones qui livrent, dans le cas de Zipline, du sang pour sauver des vies, en tout cas, on ne pourrait pas dire non au Kenya, ni au Ghana, et aujourd'hui, ça peut être scalé dans les pays occidentaux, et c'est le cas. Donc tous ces éléments-là, en tout cas, c'était pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a deux façons de voir l'Afrique. La première, c'est de dire on va attendre, on sait qu'en tout cas, c'est un très beau continent. Sur la carte, il a l'air d'être très petit, mais en tout cas de superficie, la vraie superficie de l'Afrique peut être très très surprenante si on fait l'échelle 1-1. Un continent qui a du potentiel,
Mais on va attendre quelque chose, on va attendre d'autres acteurs pour contribuer au changement. Il y a la deuxième façon qui est celle de dire non. Tous ces signaux faibles sont en train de confirmer que l'Afrique aujourd'hui n'a rien à envier à l'Occident en matière de potentiel. Il y a des startups qui s'exportent, il y a des savoir-faire, il y a des écosystèmes aujourd'hui qui ont la capacité de développer des technologies plus avancées pour répondre à leurs besoins et aussi aux besoins du monde. Et surtout, le futur du monde peut aujourd'hui, en tout cas une partie de la réponse aux différents enjeux du XXIe siècle, peuvent se destiner aujourd'hui sur ce continent-là, qui est trop prometteur. Et tout ça ne peut être couplé que par des bâtisseurs, des gens soit de la diaspora, soit des locaux, qui commencent à créer des startups dans un écosystème, en général très jeune. Je vais vous donner l'exemple de mon organisation, qui est UM6P, Université Mohamed VI Polytechnique, qui a commencé en 2017. 2017, c'est très récent. 2017, c'est hier. Mais qui a réussi, qui est en matière de croissance et d'évolution, c'est l'une des organisations les plus impressionnantes. Parce qu'on est passé d'une université jeune, que personne ne connaît, à parmi les meilleures universités du monde, parce qu'on a été classé il y a 2 semaines parmi les meilleures 400 universités du monde. 350 brevets dans quelques années. Toutes ces startups, ou la plupart, ont été incubées chez nous, au niveau du campus de startup. Et surtout, je veux signaler quelque chose, c'est qu'avant, l'Afrique n'était pas considérée comme un vrai terreau d'innovation, mais aujourd'hui, des iHub, Nova Business School, UM6P et plusieurs écosystèmes et launchpads d'innovation réussissent à convaincre les Africains, les jeunes, la diaspora, mais aussi les internationaux, à venir s'installer dans ces écosystèmes pour créer le futur du monde à partir de l'Afrique. 1/3 des professeurs et des chercheurs du UM6P, ils viennent du monde entier, n'est-ce pas? Ce qui était, encore une fois, inimaginable. Je souligne ça parce que c'est important en matière de diversité. Quand on parle de frontières qui s'effacent, il faut aussi comprendre que l'Afrique, ce n'est pas un continent uniquement pour les Africains, mais c'est l'origine de l'humanité, c'est le berceau de l'humanité. Donc, le monde entier peut se considérer comme africain. Et aujourd'hui, en tout cas, si on a commencé, parce que je ne sais pas si vous savez cette donnée assez spéciale, au niveau du M6P, on est entre Marrakech et Ben Guerir, on est sur Ben Guerir, mais à moins de 80 km du campus de l'UM6P, il y a l'Homo sapiens le plus ancien, ça veut dire notre ancêtre, qui a été retrouvé. Donc c'est l'origine, en tout cas, de la race humaine, telle qu'on la connaît. Donc, in fine, l'Afrique, c'est le commencement, et aujourd'hui, peut-être, c'est le futur. Donc, aujourd'hui, en matière du possible, comme je vous l'ai expliqué, il y a des startups qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a des fonds VC qui s'intéressent, des fonds canadiens aussi, qui ont compris, qui ont été suffisamment smart pour parier sur l'Afrique. Aujourd'hui, on a besoin de changemakers qui rejoignent cette belle aventure, qui est celle d'une technologie made in Africa, for Africa and for the world. Merci beaucoup. Je vais venir vous rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Merci Yacine. On passe à la période questions. Si vous avez des questions pour Yacine, on a environ 5 minutes. Il y a un micro ici à ma droite. S'il y a quelqu'un qui a une question pour nous, juste vous présenter ici au micro votre nom et votre question. Et je suis sûr que ça va vous faire plaisir d'y répondre. Bien sûr. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis M. Mdhan. Aujourd'hui, je n'ai pas une question, j'ai un témoignage. Exactement. Moi, je fais partie des startups qui étaient incubées chez M6P. J'étais incubé à la StartGate. Le jour où je suis parti, le premier jour, je me rappelle, j'étais impressionné. Impressionné par la qualité des établissements, par la qualité des gens qui ont... j'ai eu la chance, les gens qui m'ont incubé. Je voudrais juste merci à l'UM6P. Je vous remercie, M. Yacine, pour la présentation. Et je dis oui, il y a une vague africaine qui se naît. Et j'invite tout le monde, premièrement, à visiter le campus UM6P à Ben Guerir et à Rabat aussi, mais celui de StartGate, parce qu'ils sont en train de construire un deuxième campus de la StartGate. Mais je vous invite tous à visiter le premier. Et puis, j'invite tout le monde à rejoindre cette aventure. Et je suis sûr
que d'ici demain, cette aventure il y aura une aventure fructueuse. Et l'Afrique, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. C'est vous qui payez le billet pour qu'on vienne vous voir? Non, c'est pas vrai. Je rigole. À vous, monsieur. Votre nom et votre question. Merci, bonjour. Mon nom est Christian. Bonjour. En fait, je suis un professionnel de TI. Vous avez dit tantôt que l'Afrique n'est plus en marche, l'Afrique est connectée. Ma grande question ou ma petite question était de savoir c'est qui le grand consommateur des produits numériques que l'Afrique produit? Merci. Ben, écoutez, l'Afrique, c'est le futur, mais il faut être modeste et humble. Aujourd'hui, le taux de pénétration Internet, en tout cas la moyenne, ne dépasse pas 50%. Donc il y a un vrai enjeu en matière d'accès aux produits numériques. Sauf qu'on ne peut pas considérer l'Afrique comme un seul marché. L'Afrique, c'est 54 pays, et en général, c'est une fragmentation structurelle. Donc, dans certains écosystèmes, comme celui du Kenya, par exemple, du Maroc, du Ghana, aussi du Rwanda, de l'Afrique du Sud, ces écosystèmes, on a des taux de pénétration d'Internet et de mobile qui dépassent les 80%, n'est-ce pas? Donc, le marché, il est énorme. La première licorne kenyenne, c'est M-Pesa. C'est la start-up la plus développée en matière de e-payments. Les Kenyans n'utilisent plus de cash. Ils utilisent M-Pesa, qui est une start-up qui a commencé de zéro et qui a dépassé une valorisation de 1 milliard de dollars il y a quelques années, n'est-ce pas? Donc, si on veut appréhender l'Afrique, il faut être un peu plus précis, identifier des marchés, on peut faire un POC, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les start-up africains commencent à oser, à s'exporter. On développe une solution frugale qui permet de répondre à un vrai besoin, mais en général, ces solutions peuvent être déployées dans des écosystèmes plus matures et qui peuvent payer et sur lesquels il y a une possibilité de monétisation. Okay, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre question. J'ai le temps pour une dernière question. Ah, je pense qu'il y avait une petite file, par exemple. Si ça ne vous dérange pas, malheureusement, je vais laisser place à madame. Et ça va être la dernière question pour l'instant, malheureusement. Donc, allez-y, madame, votre nom et votre question. Najwa Bouassida, je suis expert comptable et partenaire de l'Académie Sherbrooke Canada Tunisie. On représente le campus Cégep Sherbrooke Canada. Ma question, je vous remercie pour votre présentation qui est très optimiste et on fait projeter la jeunesse. Est-ce qu'il y a des accords de partenariat avec les institutions entre l'écosystème maghrébin et montréalais parce qu'on sait que les startups, ça naît des PFE, de l'université, ça paie des formations aussi, on fait des formations à haute valeur ajoutée en cybersécurité IA, et on voit que les étudiants, ils ont vraiment des énergies et ils ont de volonté pour faire de leur projet fin d'études des startups. C'est ma première question. Deuxième question, dans l'écosystème nord-africain, en Tunisie, on a des problèmes de change, de fonds et tout ça. On a des contraintes comme partout. Donc, les startups, selon les statistiques en Tunisie, les startups qui ont réussi sont qui ont fait le décollage à l'international, à l'instar d'Instajip et tous les jeunes. Donc, l'ouverture internationale, vraiment, elle peut booster l'écosystème et l'échange maghrébin et canadien, ça, c'est extraordinaire. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez tout à fait raison. En fait, je vais prendre l'exemple du UM6P. UM6P, c'est une université marocaine, ambition africaine, mais une université globale. Je vais vous donner un exemple. On a plusieurs campus à travers le monde. Un sur Paris, un sur les US et le Mexique, et un sur le Canada. Donc ici à Montréal, un très beau campus dirigé par une très grande dame qui est Fatiha Charradi, qui est ici, que vous pouvez essayer de rentrer en contact avec elle, parce qu'elle est là pour développer ses partenariats. Justement, on est là, on a visité Mila, on a visité McGill, on est en relation avec plusieurs institutions. Et donc UM6P, si elle a commencé en 2017, c'est Fatiha. Donc on l'applaudit peut-être. Vive les femmes. En fait, si on a réussi depuis 2017, c'est grâce à ces partenaires. En général, quand on parle de savoir, d'innovation, d'éducation, les partenaires sont hyper généreux. Parce qu'il n'y a aucune personne qui ne te dira pas « prends mon curriculum », même gratuitement, s'il s'agit d'éducation et d'innovation. Donc les gens, en général, dans ce sujet-là, sur le sujet des startups, de l'innovation, ils sont hyper généreux. Donc c'est grâce à ces partenariats que UM6P est passé d'une université très jeune, inconnue, à l'une des meilleures universités dans le monde. Donc tout à fait raison, en fait les partenariats sont là. On a un campus très beau à 5 minutes d'ici, qui est là justement pour connecter l'écosystème au Canada. On y croit.
Le Canada, c'est beaucoup de potentiel, beaucoup de partenaires. Et on veut, en tout cas, il y a des partenaires au Maroc, au Kenya, qui devraient être votre relais justement pour développer cet écosystème. Pour la deuxième question, vous avez raison. Avant, en 2019-2020, si vous permettez quelques secondes, en fait, l'idée, c'était une start-up africaine n'a pas la capacité d'adresser un marché occidental. C'était une vision qui est assez... Même moi, j'avais peur parce que on peut être ambitieux, mais quand même, il faut être réaliste. Mais aujourd'hui, la plupart des start-up commencent par s'installer au Delaware, analyser le marché américain, canadien, et on a des start-up aujourd'hui qui sont valorisées à plusieurs centaines de millions de dollars, qui ont des équipes d'opération en Afrique, qui travaillent jour et nuit, Istadip, Dipico, on en a plusieurs d'ailleurs, Flutterwave aussi. Je peux vous en citer des dizaines qui aujourd'hui ont dépassé ce toit de verre et qui comprennent en fait que grâce à la démocratisation de l'accès au savoir-faire, au cloud, à l'IA, on peut créer une start-up licorne, décacorne en Afrique, mais qui sert le monde entier. Donc il y a un vrai changement de paradigme qui s'opère aujourd'hui à travers plusieurs start-up, mais en tout cas, the sky is the limit. Il n'y a aucune raison qui empêcherait cela. Merci à vous. Merci pour vos questions. On remercie encore Yacine Larzioui. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous. Merci. On prend une toute petite pause, environ 5 minutes max. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine conférence. 5 minutes, on se retrouve sur la scène principale. Merci.